parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Vous nous écoutez partout. En Guinée, ici à Conakry sur Radio Espace, évidemment. Suite FM qui relaie cette émission tous les soirs à 18h. Si vous êtes dans le 140 à Farana, Bambou FM relaie cette émission, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Le chef de file de l'opposition a remis mardi un mémorandum au chef de l'État. Le document donc comporte l'essentiel de constats et recommandations issus des différentes rencontres qu'il a eues avec les acteurs politiques du pays. À travers donc cette visite, Mamadou Sylla et son cabinet ont surtout voulu se faire remarquer, élever tout équivoque. Oui, il faut le dire, plus aucun doute, il reste seul interlocuteur du pouvoir au nom donc de l'opposition. C'est du moins, en tout cas, le sentiment qui anime le président de l'Union démocratique de Guinée. Et depuis sa séparation donc avec le président Condé, il répondra évidemment aux questions des juges ce matin si tout va bien. Et puis, la semaine consacrée, vous le savez très bien, bougeons-nous. C'est le concept en tout cas que nous proposons cette semaine. Et si l'aviculture était aussi développée comme les mines, on pose cette question ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. Nos projecteurs ce jeudi sur Moussa Mamikaba. Il est aviculteur. Pour lui, élever donc des poules, une passion et un métier. Lui qui n'a pas pu s'inscrire donc à l'université faute de moyens, vit dans une ferme qu'il gère avec son épouse à Dubreka. Les poules pondeuses lui donnent l'espoir de vivre et de s'accrocher donc à l'élevage, qui lui procure l'essentiel de revenus, même s'il n'offre pas d'emploi pour l'instant. Il fait partie évidemment des jeunes qui n'attendent pas l'État pour se bouger. Bougeons-nous, c'est le concept que nous proposons tout au long de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. L'équipe du jour avec Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine. Le jeune premier, bonjour Djiba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité ce matin mon cher Jacques Lewalino. L'électricité, après l'accompagnement de l'État, les factures grimpent et ça se fait entendre aussi, on se fait entendre. Oui, les factures grimpent. Parce que l'État avait quand même pris en charge dans un premier temps pour 3 mois, ce qui a été reconduit, c'était bien. Après, il y avait des inquiétudes derrière. Est-ce que tout ceci ne va pas être utilisé à la longue par la Société Électricité de Guinée pour récupérer l'argent qui n'a pas été payé par les citoyens? Parce que c'est vrai quand même que sur les factures qui ont été envoyées dans les foyers, on indique bien ce que vous avez consommé, mais qui doit être pris en charge par l'État, et ce que vous-même vous avez consommé que vous devez prendre en charge. Il s'agit donc des 2 derniers mois qui ont suivi, n'est-ce pas, la levée ou l'arrêt de la prise en charge par l'État, donc la mesure d'accompagnement de l'État. Le problème, c'est que pour certains foyers, il s'agit bien du tarif social qui avaient l'habitude de payer 150 000 ou 160 000 au plus. Ils se sont retrouvés avec des factures doublées, disons de 400 000 par exemple ou 300 000. Par expérience, je ne sais pas trop comment ça peut s'expliquer. Parce qu'on peut bien entendu se poser des questions. Est-ce que, puisque les gens ne payaient pas l'électricité, ils n'ont pas accru leur consommation? Parce que ça, c'est une explication qu'on peut bien voir. Parce que si on voit l'expérience au niveau personnel, on peut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont pu prendre ce genre d'initiative. C'est-à-dire, puisqu'ils ne payaient plus, ils ont augmenté la consommation. Alors là, les factures viennent, ils sont surpris. D'autres, en revanche, n'ont pas augmenté de consommation et ils se sont retrouvés avec des factures qu'ils ont du mal aujourd'hui à comprendre.
Alors, la société électricité de Guinée, bien entendu, doit pouvoir donner des explications autour de cela. Ça pourrait permettre, n'est-ce pas, de lever tout équivoque, éviter qu'il y ait des explications comme celles qu'on a l'habitude d'entendre, parce qu'il y en a qui parlent carrément d'arnaque. Justement, ben voilà, on va essayer de comprendre dans un instant le temps pour réaménager, évidemment, parce qu'on fait de la télévision également aussi. Mon cher Ahmed Kourouma, déjà, vous payez la facture ou pas du tout? Ah oui, moi je paye, bien sûr. Je paye mes factures d'électricité, évidemment, comme tout bon citoyen que je suis. Je sens que ça va sentir le soufre à ma droite, là, dans 2 secondes. Pourquoi vous avez mis Moussa Moïse à côté de moi aujourd'hui? Vas-y, Ahmed. Qu'est-ce qui c'est la provocation? Bon, allez-y, Mafoudia. Non, j'ai pas fini. Vas-y. Non, j'ai pas fini. Vas-y. Bon, ensuite, oui, ça sent l'arnaque, je suis d'accord avec toi. Et ce qui me dérange, en fait, c'est que le gouvernement guinéen avait mis une super belle mesure en place. Vraiment une belle mesure d'accompagnement social pour aider les ménages dans ce douloureux moment qui est la crise du Covid, plus rajouter Ebola. Et puis vous avez EDG qui vient nous saboter tout ça. Par un coup de baguette magique avec des factures pas claires, parce que alors pour le coup, j'imagine moi qui toi, tu payes combien par mois les factures? Honnêtement, moi je suis à 350 400 par mois, mais j'ai beaucoup de matos chez moi, des matériels d'enregistrement, de télé, enfin pas mal de choses. Donc je paye très cher, mais c'est logique. Moi ça me paraît normal de payer ma facture d'électricité. Il faut que voilà. Il est complètement déconnecté. Mais en quoi je suis déconnecté? Payer ses factures, c'est déconnecter. Du tout. Non, Lamine, je sais que tu as l'habitude de la gratuité, mais par rapport à l'État. Mais voilà. Pour moi, excuse-moi, payer ses factures d'électricité, ça me semble normal. Ouais, mais c'est bien. Daouda Mohamed, ça vous inspire quoi tout ça, mon cher ami? Non, hier, quand moi je rentrais aux environs de 21h, quand j'ai rencontré une voisine, et elle me dit, du facture fait, elle commençait ses plaintes, quoi. Oui. C'est que sur sa facture, avec ce qu'on avait dénoncé d'ailleurs, il faut le dire, on a apporté sur la facture de l'EDG l'arriéré. Sur l'arriéré, qui devait être payé par l'État, mais il y a la facture fraîche. Après plusieurs communications, l'EDG a sorti un communiqué pour dire que les citoyens ne paieront désormais que la facture fraîche. Elle, sur sa facture, il y avait, c'était 193... Ça veut dire quoi, facture fraîche? Ouais, les 2 derniers mois, c'est un peu ça. Les 2 derniers mois, il y a la facture fraîche, il y a l'arriéré, c'est que vous n'avez pas payé, et que vous avez consommé avant. Laisse-le développer, s'il te plaît. Allez-y. Si vous voulez donner des cours de français, on peut placer un tableau. Mais ce qui est écrit sur la facture, ce qui est écrit sur la facture, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, ceux qui nous écoutent savent ce que ça veut dire. Ce qui est écrit sur la facture, il y a l'arriéré, il y a la facture fraîche. Voilà, c'est écrit sur la facture. Bien. Alors, elle trouve que sur la facture, pour la facture fraîche, elle devait payer 193 000 et quelques. Mais elle paye 200 000 pour la monnaie. On dit qu'il n'y a pas de monnaie et on a maintenu, bien sûr, 200 000 payés. Mais en bas, on ressort, sauf erreur de notre part, mais vous restez redevable de 143 000 francs guinéens. Chose qu'elle n'a pas comprise. Et elle se pose la question, est-ce qu'au prochain paiement ou à la prochaine émission de choses de facture, si on ne rajoutera pas encore pour que sa facture gonfle. Donc il y a tous ces problèmes. Il faut que EDG accepte de donner mieux les explications aux citoyens. Mais c'est une obligation, c'est même pas dire accepte. Voilà, il faut que EDG communique aujourd'hui pour mieux expliquer aux citoyens. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils viennent, ils ne comprennent pas, il y a les arriérés, il y a la facture fraîche, ils vont tout mettre ensemble pour aller payer alors qu'ils ne devaient pas payer. C'est l'État qui devait payer cela. Donc il y a ce problème aujourd'hui qui se retrouve dans les quartiers. Je crois que c'est la SEG qui a compris. La SEG est venue directement avec les montants pour les factures fraîches. Bien. Allez, Mafoudia Bangoura. Bon, Moussa Moïse là nous a rejoint. Moussa, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Allez, Mafoudia, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors oui, c'est ce par quoi Daouda a terminé tout à l'heure, peut-être ce manque de communication. Sinon, c'est vrai qu'après, lorsqu'il y a eu des bruits, la société a essayé de s'expliquer parce qu'effectivement, il y a des Guinéens qui se sont retrouvés avec plus d'1 million, plus de 3 millions sur leur facture, oui. Après, EDG a essayé d'expliquer, parmi les raisons évoquées, il y en a 3 notamment. On parle de l'existence pour certains abonnés d'un solde antérieur au 31 mars 2020, c'est-à-dire avant la prise en charge de la facture par l'État. Deuxième raison, on parle de l'accumulation du non-paiement des consommations de la tranche
3 d'avril à décembre 2020 qui, conformément au plan de riposte Covid-19, devrait faire l'objet d'un report de paiement. Et au compte de troisième raison, l'existence d'un solde de facture de consommation de septembre à décembre 2020 dont la tranche 1 et 2 sont prises en charge par l'État et donc ne sont pas à payer par les abonnés. Ce solde disparaîtra des prochaines factures dès la mise à jour du montant pris en charge par l'État. Et puis quatrième, la facture fraîche de janvier 2021 qui est à la charge de l'abonné. Justement, c'est cette explication qui aura peut-être été tardive quand on sait qu'on a une population à majorité analphabète. Peut-être il aurait fallu passer avec toutes nos langues, essayer d'expliquer aux gens à quoi ils devront s'attendre. Vous allez voir de gros montants sur vos factures, mais ne soyez pas étonnés. Voici ce qui va se passer. L'autre alternative aurait été de mettre en place, je ne sais pas, un système de telle sorte que lorsque les citoyens auront leur facture, ils ne verront, Jacques l'a dit, que ceux qu'ils ont à payer, des montants qu'ils ne feraient pas, évidemment. C'est ce travail qui n'a pas été fait. Pourtant, on sait que la gratuité allait forcément prendre fin. Pourquoi ne pas avoir pris les devants pour pouvoir éviter tout ce qu'on connaît maintenant? Anticiper, justement, c'est ce que je ne comprends pas et c'est ce que je déplore. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller vers une large... une large communication. Parce que ce sont les citoyens qui payent ce déficit. Non, ils ne payent pas déjà. Ils ne payent pas déjà, c'est qu'ils ne comprennent pas les explications. Donc, bien expliquer comment ils devront payer et ce qu'ils auront à payer, on peut le faire déjà. Je pense qu'on peut éviter les futurs problèmes. Déjà, avec ce qu'on a, on peut aller avec la communication. Pour moi, ça devrait suffire parce que les gens ne refusent pas de payer, mais ils ne comprennent pas lorsqu'on parle de gratuité qu'on se retrouve avec ces gros montants. C'est le seul problème. Allez-y, mon cher. Oui, justement, moi, j'ai un voisin qui disait est-ce un cadeau empoisonné? Parce que lorsque on accepte de subventionner pour 3 mois cette question d'électricité, mais aussi d'eau. N'oubliez pas également que les secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie ont aussi bénéficié un peu de ces largesses de l'État guinéen, sans compter un peu les produits de consommation de première nécessité. Maintenant, au-delà, moi je crois aujourd'hui, au-delà de la facture fraîche, puisque de l'autre côté, il y a les arriérés, je pense qu'on aurait pu tout simplement soustraire cette étape de la facture pour éviter quand même que les citoyens se retrouvent à payer. Parce que si vous ne communiquez pas, il y a des citoyens aujourd'hui qui risquent de payer non seulement la facture fraîche, mais qui vont aussi chercher un peu à réduire ce déficit au niveau des arriérés. Je pense que c'était à l'État d'anticiper. Parce que ce qui va se passer, on a comme l'impression qu'il y a un déficit qui est créé aujourd'hui avec cette pandémie. N'oubliez pas que dans tous les secteurs, l'État a donné de l'argent de la main droite, il faut récupérer avec la main gauche. Donc pour financer ce déficit, est-ce qu'on est en train d'être dans une politique pour essayer d'arnaquer les citoyens? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, moi, l'un dans l'autre, je crois qu'on a accepté de subventionner. Il ne faudrait pas qu'on passe par derrière pour soustraire et retirer cet argent aux citoyens. Parce que c'est ce que beaucoup sont en train de dire. Tu n'y crois pas en fait. Je n'y crois pas. Beaucoup estiment qu'ils ont été... Voilà, on a parlé de subventions, que c'était un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, dans les caisses de l'État, on sait sur le plan international, partout, chacun est en train de mettre en place une politique fiscale pour financer ce déficit. Pour éviter quand même de faire la planche à billets. Par exemple, en Allemagne, dans la semaine prochaine, ils vont essayer quand même je ne parle pas de reconfinement, mais de libérer un peu les gens pour qu'ils souffrent, pour qu'ils sortent. Mais ils ont un déconfinement. Donc, ils ont ensuite rajouté un peu cette politique fiscale. Donc, c'est de dire, on voulait sortir, mais attention, il faut que l'État finance un peu ce déficit. Est-ce que c'est le même scénario en Guinée? On vous donne l'impression de vous subventionner et qu'après, derrière, on essaie de retirer ce déficit qu'on aurait pu créer. Ça peut être une stratégie. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que EDG communique pour éviter que les citoyens refusent de payer les factures. Je sais que l'État subventionne beaucoup. Le secteur de l'électricité, ça coûte beaucoup à l'État guinéen. Parce qu'on sait qu'avec les factures, les gens n'ont pas la culture de redevabilité vis-à-vis de l'État. Mais de l'un dans l'autre, il faudrait éviter quand même de jouer à ce jeu avec les citoyens. Justement. Et les amener à financer ce déficit qui a été créé par la pandémie. Voilà, en parlant d'électricité, parce que quand le président... Peut-être on va vous poser la question tout à l'heure, Mamadou Sylla. Il a été question de voir aussi, parce que j'ai vu ça sur Guinée News. Ça m'a fait vraiment bizarre à dire. Est-ce qu'il faut donner l'électricité pendant la journée ou la nuit? C'est quand même bizarre. Je ne comprends pas. Allez-y, mon cher ami. Non, cette question ne se pose pas. Je ne sais pas qui l'a posée. Mais si, sur Guinée News, je l'ai vu l'article ce matin. Si quelqu'un pose cette question, c'est une autorité. C'est le président. Ah non. Mais si, je pense que ça me rappelle.
Là, si le dit, je pense que il devrait passer un coup de fil à Donald Trump. Il s'est exprimé sur la lutte contre le coronavirus en suggérant qu'on mette un peu d'alcool dans les veines des malades, puisque ça nettoie vite le coronavirus. Donc je pense qu'on ne peut pas quand même dire de telles choses. Moi, je trouve en tout cas, que le débat, Lamine Guirassy, est ailleurs. Nous sommes l'un des pays les mieux arrosés de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un problème sempiternel. Monsieur le bourgeois me dira que ça ne date pas de l'ère Alpha Condé. Mais je dis qu'il était quand même l'espoir de tout un peuple afin qu'il puisse nous sortir de cette ornière. Si l'engagement politique à son niveau signifie l'engloutissement de tous ces montants dans ce secteur, je trouve qu'on a manqué de réflexion, de stratégie pour que cet argent-là, cette manne financière, puisse nous donner l'énergie dont on avait besoin. L'accès aux services publics en énergie en Guinée est de 18,1% sur l'ensemble du territoire national. Quand vous prenez la zone urbaine, c'est pas moi qui donne les chiffres, c'est l'État guinéen lui-même pour attirer les investisseurs. Quand vous prenez les zones urbaines, l'accès est autour de 47,8%. Dans les zones rurales, 2%. L'État, en dépit de tout cela, débourse pas moins de 300 millions d'euros en termes de subventions à ce secteur-là. Je pense qu'il y a un moment donné... Non, attendez, je trouve... Écoute, s'il te plaît, on n'a pas besoin. Moi, je trouve que si on met en place une bonne stratégie, avec un excellent organe de gestion, on n'en serait pas là. Le problème, il est où? Il est au niveau de la production, il est au niveau du transport, et il est au niveau de la distribution. Si vous ne maîtrisez pas ces facteurs, vous n'irez nulle part. Prenons du côté qu'on appelle de l'achat, parce que la production, c'est au niveau thermique, avec les tombeaux qui sont devenus des tombeaux. Vous avez au niveau hydraulique, avec ces barrages-là qui n'ont pas quand même atteint tout l'espoir escompté, disons-nous la vérité, tout ce qu'on nous a dit par rapport à... Non, Lamine, la vérité, avant que Kaleta ne soit là, Lamine, s'il vous plaît, non. Il y a une progression, il faut le reconnaître. Non, c'est important. En fait, ce qui est grave dans ce pays... C'est les 240 mégawatts, non? Escompté. Oui, tout n'est pas... La capacité n'est pas... La capacité est installée quand même à prix de... Quand on n'avait pas encore mis ce barrage en place, rappelez-vous de ce qui avait été dit. Est-ce qu'on vous avait dit que ce barrage allait être amorphe en saison sèche? La crise de l'électricité était un lointain souvenir. Vous avez un barrage qui change couleur. Quand il y a la pluie, il se sent bien. Quand il n'y a pas la pluie, ça ne va pas du tout. Moi, je trouve Lamine. Non, mais Lamine, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Non, moi, je ne fais pas ça. Lamine, j'aimerais que l'on comprenne les racines du problème. Et si on maîtrise les racines du problème, on peut résoudre ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de la production. J'ai parlé du thermique, j'ai parlé de l'hydraulique. Laissons l'énergie éolienne, parce que notre président était champion de l'énergie renouvelable. Je ne sais pas quelle est l'énergie renouvelable que nous avons en Guinée. Sincèrement, en termes de trucs, je n'en vois pas. Oui, c'est de l'énergie aussi, là, mon corps. Voilà. Donc, vous avez le transport, les lignes de transport. Allez-y demander aux spécialistes qu'est-ce qui se passe. Le taux de... Non, tout ce que nous perdons dans le transport de cette énergie. Et je finis par... l'organe de gestion. L'organe de gestion, Lamine. EDG, aujourd'hui, il faut une réforme en profondeur. Je suis désolé. Le départ de Veolia n'a pas... Ça devrait être pour nous l'appropriation de toutes les données et la mise en place d'une excellente équipe qui allait vraiment bien gérer EDG. Mais ce n'est pas le cas. Il faudrait un audit sérieux au niveau de l'électricité de Guinée afin que nous puissions quand même sortir cette société. Alors comment comprendre aujourd'hui... Elle est toujours déficitaire, Lamine. Je comprends très bien, mais comment comprendre aujourd'hui la surfacturation? Parce que c'est ce qui ressort à chaque fois au niveau de la population. Alors, je vous explique. Même si Mafoudi a donné des explications un peu bancales. Oui, non, pas. C'est ce que je dis, le EDG, c'est ce que je dis justement. Puisque je parle de restructuration de cet organe de gestion de Guinée, vous avez le personnel qui travaille là-bas qui n'est pas maîtrisé. Vous avez le nombre de personnes qui bossent là-bas.
bien malin celui qui vous dira combien d'agents bossent à ce niveau-là. Vous avez un problème de coordination au niveau de EDG. Vous avez un problème lié à la facturation elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez être facturé en fonction de leur agent là qu'ils ont installé au niveau des domiciles pour calculer les compteurs, pour calculer le kilowattheure, et d'autres, l'élément X, lui il est facturé en fonction de ce qu'il a dans sa maison. C'est en Guinée où vous voyez, on dit ouvrez la maison. Vous avez un climatiseur, vous avez un fer à repasser. Ah, vous avez quoi ici comme ça? Votre téléviseur, c'est combien de trucs? Il note tout ça. Et en fonction de ça, l'ingénieur Albert s'assoit, il dit ça va coûter, ça fait tel kilowattheure, vous payez tel. Non, mais, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est pas possible. Moi, je trouve qu'il faut complètement dépoussiérer l'électricité de Guinée, mettre en place une gestion qui soit commune, une gestion qui soit commune pour l'ensemble des ménages. Si cela n'est pas fait, si on ne maîtrise pas tous ces facteurs-là, on continuera à assister à ce genre de choses. Et les citoyens auxquels on dit, je finis par ça, que l'électricité, la facture que vous recevez, vous ne payez que la facture fraîche, dites-moi qui va comprendre ce que ça signifie, la facture fraîche. Bien. Qui va comprendre? Allez-y, mon cher Ahmed. C'est la question que j'ai posée, parce que bientôt on va nous inventer la facture frigidaire aussi. Bon bref. Les grandes gueules. Non mais Moussa Moïse, tu sais quoi, je vais créer le club des morosités, et puis tu vas en être le patron, parce qu'à chaque fois que je t'écoute, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête quand je suis guinéen. Non mais sérieux, j'ai envie de me suicider. Quand t'as demandé de te suicider, tu l'as pas fait. Je vais pas dire son nom, mais il y a quelqu'un. Ça c'est du off, t'avais pas le droit. Ça t'as pas le droit. Alors, il aurait pas se suicider depuis longtemps. Ne le provoque pas. Tu vois ce qu'il fait? Je te dis, ne le provoque pas. C'est une bombe. Je vais balancer, moi. C'est une bombe qui est là. Voilà. Djiba, parce que je veux plus l'entendre, lui. Je veux plus l'entendre. Il me fatigue. Djiba, je vais juste t'expliquer quelque chose. Parce que tu as l'air d'être le plus intelligent des trois là qui sont en face de moi. À part toi, ma chérie. Bon, Djiba. Toutes les entreprises publiques jusqu'aux années 2000, donc les entreprises publiques, je parle de la France, je parle du Sénégal, je parle aussi de la Côte d'Ivoire, sont des entreprises qui étaient déficitaires, et notamment dans le secteur de l'énergie, puisque avant les grandes privatisations, donc la fin de l'ère Reagan et Thatcher, on a privatisé l'énergie, et ce qui a le mode de fonctionnement, le mode de gestion a changé. Donc effectivement, l'État s'étant retiré des subventions partout dans le monde au niveau des subventions de l'énergie, les entreprises comme l'équivalent aujourd'hui de EDG sont devenues rentables. Tu enfonces une porte ouverte lorsque tu dis, mon cher Moïse, laisse-moi finir. Tu as écouté ce que j'ai dit? Je fais comparaison, ok? Donc, sont devenues rentables à partir du moment où elles ont été privatisées. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser l'État guinéen d'avoir une entreprise déficitaire, parce que toutes les entreprises qui sont gérées par les États dans le monde, laisse-moi finir, je sais que ça te chauffe les oreilles, mais c'est la réalité. Ensuite, sont déficitaires. Ensuite, le deuxième point que je voudrais signaler, il va falloir qu'on arrête cette culpabilité bien africaine de se dire que les déficits ne sont pas normaux. Le FMI est venu nous bourrer le crâne ici, ou nous bourrer le mou, comme on dit en économie, pour dire attention, vos déficits sont colossaux. Ils ont oublié que l'Europe, et notamment les pays européens, vivent sur les déficits. Les États européens empruntent sur les marchés privés et sont sans cesse déficitaires. Et si vous avez regardé la loi des grandes gueules qui a fixé, que l'Union européenne a fixé, elle fixe le barème, ou plutôt le droit des pays européens à s'endetter, ou plutôt à être déficitaire, à hauteur de 3%. Et ce n'est pas accordé à l'Afrique. Donc je voudrais le dire à nos auditeurs, qu'un État vive sur ses déficits, c'est complètement normal. Et il va falloir que, puisque nous sommes dans la zone CEDEAO, que la CEDEAO mette des règles précises dans le déficit, et qu'on nous accorde le fait de pouvoir vivre sur du crédit. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Oui. Merci beaucoup, Ahmed Kourouma. Allez-y. Moi, j'aimerais bien comprendre ce discours, monsieur Ahmed. Ouais. Vous parlez, vous y a un discours d'économiste bourgeois, parce que vous dites à un pays qui ne finance pas son propre budget national de développement, il faut vivre du déficit. Avec quoi vous financez? Il y a quel secteur privé qui peut vous aider à compenser l'espace déficit? Dis-moi quel pays dans le monde? Parce que quand vous prenez par exemple les États-Unis, où on va vous dire c'est le pays le plus endetté du monde, mais il y a un secteur privé puissant qui peut permettre, n'est-ce pas, à l'État je parle d'un secteur privé par exemple américain. Attendez, tu ne peux pas le comparer avec un secteur privé guinéen qui ne peut pas, oui, le plus endetté, mais pas ailleurs, à l'interne. Ici, on est en train de compter sur les institutions financières internationales. À l'interne, c'est-à-dire auprès du secteur privé américain. C'est beaucoup plus.
Bien. Donc, pour revenir à la surfacturation, moi, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Et puis, il faut aussi qu'on soit un peu transparent sur la question des factures notamment. Il ne faut pas que la facturation soit faite différemment d'un foyer à un autre. Parce qu'il y a la question, par exemple, des compteurs qui n'ont pas été placés partout. On a entendu EDG se plaindre à un moment donné, les Guinéens ne payent pas l'électricité. Mais il est de sa responsabilité en tant que société de distribution de passer dans tous les foyers, de faire le recensement et de poser, n'est-ce pas, ces compteurs pour que le calcul soit fait de la même manière. Parce que si on sort des factures assez différemment, c'est assez compliqué. Il y en a qui consomment plus, mais qui payent moins. Voilà. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, sur le coup de 10h, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Oh ben oui, à l'actualité dominée, vous le savez très bien, le chef de file de l'opposition donc a remis mardi un mémorandum au chef de l'État. Le document comporte l'essentiel des constats et recommandations issus des différentes rencontres qu'il a eues avec les acteurs politiques du pays. À travers donc cette visite, Mamadou Sylla et son cabinet ont surtout voulu se faire remarquer et lever donc tout équivoque. Plus aucun doute, il reste seul interlocuteur du pouvoir. Au moins au nom de l'opposition, il le dit ce matin Jacques Lévalino, c'est du moins en tout cas le sentiment qui anime le président de l'Union démocratique de Guinée depuis sa séparation donc avec le président Condé. Il répondra aux questions des GG ce matin dans la deuxième partie de l'émission. Oui, la semaine consacrée, bougeons-nous, on l'a dit, c'est le concept en tout cas que nous proposons toute cette semaine. Et si l'aviculture était aussi développée comme les autres, nous posons, comme les mines, pardon, nous posons cette question ce matin chez les GG. Nos projecteurs ce jeudi sur Moussa Mamikaba. Il est aviculteur. Pour lui, élever donc les poules est bien une passion et un métier. Il va nous expliquer un peu plus tard dans cette émission. Tu as beaucoup insisté dessus, Moussa, finalement. Hausse du prix du pain, crise du blé, donc le prix du sac de farine augmente. Vous savez, entre la farine et la cocaïne, il y a une histoire de goût. Oui. Il faut goûter pour comprendre la différence. Suivez mon regard. Au niveau de tous ceux qui ont fait la substitution et vous comprenez, qui ont sorti les sacs des camions. Alors, ce que je souhaite dire au niveau de la farine, c'est que la farine qui sert donc à fabriquer du pain, c'est que il y a eu, ça a porté fruit un peu tout ce que nous avons fait ici comme alerte, comme alerte au niveau du gouvernement. Vous savez, le 12 janvier 2021, en Côte d'Ivoire, le ministre Diarra-Souba, le ministre de l'Industrie donc de ce pays, a rencontré les industriels de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Et si Bigo avait raison, Moussa. Oui. Écoutez, quand même, je veux en parler un tout petit peu. Mais ce ministre ivoirien, il a rencontré les industriels parce que le prix est en train de flamber du côté de la Côte d'Ivoire au niveau de l'huile végétale, mais également au niveau du blé, donc de la farine. Donc il a suite donc à ce contexte de crise économique lié au coronavirus, il a donc gelé le prix du sac de farine du côté de la Côte d'Ivoire à 19 000 francs CFA. Quand vous faites un peu le calcul aujourd'hui, vous vous rendez compte que 19 000 francs CFA, vous êtes à peu près à 350 000 francs guinéens, le prix du sac de farine. Alors chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le ministre d'État Thibou Camara, le ministre de l'Industrie donc, a rencontré également les industriels. Nous avons deux industriels dans le domaine de la farine dans notre pays. Il a rencontré les deux industriels. Il a rencontré également les deux associations des boulangers de notre pays. Donc, autour de la table, ils ont signé un protocole d'accord pour que, quoi qu'il advienne, sur le plan international, quoi qu'il advienne, monsieur l'économiste, que le prix de 50 kilos, le prix donc du sac de farine de 50 kilos ne dépasse pas n'atteignent pas 300 000 francs guinéens. Et donc, le protocole a été signé et les boulangers, les deux associations de boulangers se sont également engagés, en tout cas par la voix de leur président, à ne pas augmenter le prix de la baguette de pain tant que le prix du sac de 50 kilos
n'atteint pas également ou ne dépasse pas 300 000 francs guinéens. Alors, maintenant que ce protocole a été signé, donc il y a eu une augmentation légère sur le prix du sac de 50 kg, mais encore une fois, ce prix-là n'est pas comparable à celui qui est appliqué dans la sous-région, ni du côté du Libéria, ni du côté du Sénégal, ni du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est nettement inférieur. Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, ils l'ont fixé à 19 000 francs CFA et ça fait plus de 350 000 francs guinéens. Chez nous, on dit aux industriels, vous ne devez pas atteindre 300 000 francs guinéens. Et les boulangers disent, lorsque vous allez atteindre 300 000 francs, nous allons augmenter le prix de la baguette simple et le prix de la grosse baguette. Donc voici l'accord qui a été trouvé. Mais un tien vaut mieux que 1000 tueras. Donc les industriels sont pliés à cela en attendant peut-être jusqu'à la fin, parce que l'accord va jusqu'à la fin du mois d'avril. En attendant peut-être qu'ils puissent renégocier autour de la table, parce que c'est une énorme perte, aux alentours de 40 000 francs guinéens quand même, que les industriels guinéens sont en train de subir. À l'international, au moment où le gouvernement guinéen a un tel accord avec nos industriels, à l'international, ces industriels vont prendre le blé au même endroit que les industriels de la Côte d'Ivoire, que les industriels du Sénégal. Donc c'est une énorme perte. Il y a une subvention ou pas du tout, Moussa? Non, il n'y a pas de subvention. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de subvention. Alors, donc vous vous rendez compte qu'en matière de coûts de production, ces pays-là, on parlait d'énergie tantôt, ces pays-là ont beaucoup plus d'infrastructures énergétiques, ils ont plus d'infrastructures routières. Donc le coût de production là-bas est normalement nettement inférieur à nos industriels ici, mais qui ont fait preuve, quoi que l'on dise, et les boulangers bien entendu, de patriotisme. Donc les cris... mais pendant ce temps, quand même, tu te saignes. Les cris, non, oui, tu te saignes. Mais il menace même. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Mais face au président Alpha Condé actuellement, qui veut qu'on rattrape rapidement le Nigeria, quand vous ne faites pas... Non, mais il a une vitesse extraordinaire. Quand vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas le petit bout qu'il vous tend, il risque de vous arracher tout le bras. Donc, le petit geste qui a été fait, ils ont pris ça en attendant. Pour que, peut-être à la fin du mois d'avril, ils puissent peut-être revenir autour de la table et négocier. Donc, les boulangers dans le quartier, je finis par ça, qui ont essayé de dire, vous avez augmenté un tout petit peu, donc nous, on va augmenter le prix de la baguette. On va veiller à cela. C'est-à-dire qu'on veillera au gramme, au poids de pain. Merci beaucoup. Le pain simple et le pain double. Vous ne devez absolument rien augmenter. Vos responsables ont signé ce protocole d'accord. Donc je dis bravo quand même aux industriels, mais aussi aux ministres qui se sont bougés. La ministre du Commerce, l'actuelle, Mariama Sogipa, Commerce, bien entendu, et monsieur Thibou Kamara, le Roseau. Voilà. Allez-y, bon? Allez-y, Mafoudia. Oui. Parce que lui, on ne peut plus l'arrêter en fait. Allez-y. C'était important de planter le bien décor. sûr, allez-y. Alors c'est bien qu'il y ait toutes ces tractations, mais comme il l'a souligné, la question c'est de savoir jusqu'à quand il est en contact un petit peu avec les vrais gens. Je parle de Moussa Moïse. Ah oui, il est. D'ailleurs, on le traite de populiste parce qu'il est avec eux. Il est avec ces vrais gens. Oui, ça oui. Alors je disais, je me demandais jusqu'à combien de temps ces entrepreneurs vont pouvoir tenir. C'est vrai, nous nous réjouissons de ces entretiens, de ces accords. Parce que c'est la vérité. Les grandes gueules. C'est jusqu'à quand ils vont tenir. C'est bien ces tractations parce qu'effectivement, c'est pour éviter que la population ne puisse ressentir. Parce que tant que c'est au niveau de certains producteurs, je pense qu'on peut maîtriser. Mais lorsque, au niveau de la population, ça se fait ressentir, du coup, on peut avoir affaire à des manifestations, à beaucoup de choses, donc on peut éviter en amont. Mais en même temps, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette ce temps à profit pour réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'on est dans une pandémie et c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'à l'international, quand on prend les pays producteurs, je crois, comme la Roumanie, Bulgarie et autres à l'international, ce sont des pays qui ont des problèmes aujourd'hui liés au climat, la sécheresse notamment. Et les pays comme la Chine, vu la crise sanitaire, il y a beaucoup de pays qui sont en train de stocker, ceux qui ont les moyens. Et nous qui n'avons pas les moyens, on se retrouve à gérer la crise. Donc en même temps, rapidement, ce que je peux dire, c'est au même moment qu'on peut réfléchir à comment pouvoir fournir, en même temps, il faut mettre l'accent, on ne cessera jamais de le dire, sur la production interne. Il faut qu'on puisse, à l'interne, mettre l'accent sur l'agriculture pour produire ce que nous consommons. Parce que même s'il y a des crises à l'interne... On est loin. Blé? Oui. Non, même pas le blé. Je parle même pas du blé. Lancez-vous dans le blé. Allez-y. Peut-être vous êtes déjà canté. Allez-y, Dima. Allez-y, Dima. Parce qu'il te perturbe en fait. Vous avez le même micro, voilà. Allez-y.
rapidement, comme ça, Diba part. Je ne parle même pas seulement du blé. Qu'il y ait le blé ou pas, dans le pays, on voudrait pouvoir avoir des alternatives. Aujourd'hui, le Guinéen consomme suffisamment de riz. Mais voyez ce qu'on exporte et ce qu'on importe. Donc, je pense que ce sont des solutions auxquelles il va falloir réfléchir parce qu'on ne va pas continuer à être dans cette éternelle résolution des crises d'urgence. Après, pendant que les autres sont en train de bien s'installer, de sauvegarder l'avenir de leur population, nous, on est là, on prend les miettes et puis on souffre. On aura plus tard à gérer des crises. Ça ira peut-être au-delà, ça touchera les fonctionnaires. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on peut faire à l'interne pour nous-mêmes. Merci beaucoup, Mafoudi Abangoura. Allez-y, mon cher Diba. Je ne demande pas au gouvernement à ce qu'on soit dans un état-providence, c'est-à-dire où l'État va tout prendre en charge. On ne demande pas cela, mais il faut aujourd'hui revoir les priorités. À partir du moment où on a levé la subvention... Mais c'est l'État qui demande l'assistanat aujourd'hui. Justement, à partir du moment où l'État a levé la subvention par rapport à l'électricité et à l'eau, donc il faut revoir un peu la stratégie, accepter peut-être de subventionner les produits de première nécessité. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans une gestion concomitante d'une pandémie, mais aussi d'une épidémie. Ebola est là, le Covid est là. Donc il faudrait quand même que l'État accepte de subventionner à ce niveau. Nous sommes dans une économie de marché. Si l'État ne maîtrise pas la structure des prix, ça veut dire que chaque citoyen, à son niveau, va fixer un prix. Donc, il faudrait jouer sur le prix de la farine. Moi, je ne suis pas un peu d'accord lorsque Moussa a dit ils ont signé un protocole d'accord. Il faut que les boulangers acceptent ce qui a été fait. Mais attention, les boulangers aussi, ils ont un plan d'affaires qui existe. Ils doivent faire des rentabilités. Donc, si le prix de la farine augmente, forcément, il y aura un effet, quand même, une sorte de contagion sur le prix du pain, sur le prix de la baguette, au niveau des citoyens. Donc, c'est à l'État un peu de maîtriser la structure des prix. Moi, j'avais écouté à l'issue du Conseil des ministres, où ils ont dit on va mettre en place une disposition pour sanctionner ceux qui vont augmenter de façon fantaisiste les prix. Mais qu'est-ce que vous faites en amont pour éviter que les citoyens augmentent de façon fantaisiste les prix? Il faut maîtriser la structure des prix et accepter de jouer au niveau de la douane sur les marchandises qui sont importées. Pour le moment, on n'a pas la capacité de produire ce que nous consommons. Il faudrait que l'État accepte de jouer au niveau de la douane sur ces tarifs-là. C'est ce qui va amener les autres à éviter d'augmenter les prix. Nous sommes dans une économie de marché. Tout se règle sur le marché. On ne décrète pas les prix. Parce que si on les décrète, eh bien, ça va subir un peu les circonstances du marché et ça va changer. C'est ce que l'État doit prendre. Depuis 10 ans, on est dans le même scénario. On décrète des prix. Ça ne peut pas marcher. Dans une économie de marché, ça se fait entre le vendeur et l'acheteur. Il faut qu'on essaie d'introduire un peu cet aspect dans nos politiques économiques. Diba Milimono, allez-y, mon cher Daouda. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans les marchés, vous rencontrez les vendeurs, tout de suite, vous leur posez un certain nombre de questions sur ce qui a été dit. Le président dit on va réglementer désormais les prix, celui qui vend à tel, et te disent, il n'a qu'à venir. Non, c'est ça qu'ils te disent, il n'a qu'à venir. Non, mais c'est la réalité, il n'a qu'à venir. Puisque le capital que tu n'as pas donné à quelqu'un, tu ne vas pas quand même vouloir réglementer sa gestion. On a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont perdu tout ici, dans des manifestations, dans des remous, dans le pays, qui ont tout perdu et qui se sont débrouillés à retrouver quelque chose et qui ont repris à zéro. Aujourd'hui, que vous vouliez être ce gendarme qui lui dise, bon, tu fixes le prix à tel, alors que vous ne faites rien sur la chaîne d'importation, parce que les gens, ils viennent avec des marchandises. Ils ont les factures à l'achat, ils ont les factures, le transport, le dédouanement, tout, jusqu'à l'arrivée. Vous n'avez aucun regard à savoir à quel prix ils ont pris à l'achat, à quel prix ils ont payé le transport jusqu'à destination, jusque dans les magasins. Vous n'avez aucune connaissance de cela et vous voulez que ce commerçant vende à un prix que vous voulez. Et il faut aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, il faut qu'il y ait cette synergie entre les opérateurs économiques, parce que les deux ne peuvent pas aller différemment. Il faut que les deux se mettent ensemble. L'État et les opérateurs économiques, c'est l'entraide qui peut permettre aujourd'hui qu'il y ait un apaisement dans la cité. Lorsque les commerçants, les opérateurs sont en colère, sachez que c'est le bas peuple qui va en souffrir, parce qu'il fixe le prix qu'il veut. La baguette dont on parle aujourd'hui, c'est vrai, à beaucoup d'endroits, c'est vendu ce qu'on appelle gros pain, c'est vendu à 4 000 francs, mais dans beaucoup d'autres endroits, c'est vendu à 5 000 francs guinéens. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à un boulanger de ne pas vendre à 5 000 francs parce qu'il sait à combien il a pris le sac de farine. Et tout de suite, il va arrêter de produire. Et bien, qui va consommer? Merci beaucoup, Mohamed Daouda. Allez-y, mon cher. Voilà, on n'a pas le blé, mais on a la possibilité aujourd'hui de faire la farine sur place. Je pense que si l'État doit agir,
Au lieu de, surtout dans ce sens. Au lieu de chercher à obtenir un accord éphémère avec les minoteries, je crois que c'est de prendre en charge une partie de leurs dépenses. Bien entendu, ça pourrait permettre de jouer un peu sur le prix du sac de farine. Mais vous imaginez... Mais la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est les imposer ce qu'ils doivent faire? Non, c'est pas imposer. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Moussa a dit tout à l'heure. Il faut que l'État essaye de revoir un peu le libéralisme. Il y a le libéralisme économique, donc l'économie des marchés, comme parlait Djiba tout à l'heure, mais on ne peut pas, en tant que pays africain, et surtout en tant que Guinée, supporter cela pour le citoyen qui n'a pas suffisamment de moyens. Donc il faut un État interventionniste dans certains domaines, notamment dans le domaine de la consommation. Pour tous les produits que nous ne produisons pas dans notre pays, il faut que l'État puisse être là encore, jusqu'à ce que, parce qu'il lui appartient quand même de développer l'agriculture. C'est parce que l'agriculture n'est pas développée que nous dépendons, n'est-ce pas, de l'étranger. Il faut agir sur les minoteries, comme ça on pourra agir sur le prix du sac de farine. 300 000, on peut estimer que c'est très bas par rapport à la sous-région, mais pour le Guinéen, si vous voyez le niveau de vie des autres, et bien entendu, vous allez voir que c'est assez colossal. Il y a une dépréciation aussi de la monnaie guinéenne. Voilà, allez-y Ahmed. Oui, même s'ils prennent sur le même fournisseur. C'est pourquoi j'ai dit que l'État doit agir en amont. Pardon, allez-y. Non, mais Moussa Moïse est un prolétaire de gauche qui pense que l'interventionnisme de l'État est la meilleure chose au monde. Or, c'est la chose la plus ridicule dans ce bas monde. On ne peut pas maintenir de manière artificielle, voire superficielle, les prix. Il a relaté l'essai. Non, il n'a pas relaté les faits, il les a approuvés. Il les a approuvés. Il avait un sourire. Avait un sourire jusqu'aux oreilles. Vas-y. Bon, donc on ne peut pas maintenir les prix bas artificiellement de manière à vitam aeternam. Il va falloir que l'État comprenne qu'il y a des leviers en ce bas monde sur lesquels il faut agir, notamment Djiba à juste titre. Justement. Mais juste titre, nous sommes des libéraux, on se comprend. À juste titre, à parler du coût du transport. Djiba sur toutes les questions. Djiba, ne te désolidarise pas. Non. Bref, donc l'État doit agir sur des leviers précis. On a le coût de l'importation, on a le coût du transport, on a aussi les frais douaniers sur lesquels l'État, puisque là du coup l'État maîtrise, même s'il ne maîtrise plus malheureusement son port, sur lesquels il peut agir. Il va falloir... Il y a un levier qui est très simple en économie, c'est les exonérations fiscales. Si on veut aider nos industriels, puisque malheureusement il n'y en a que 2, j'apprends avec surprise que dans un pays comme la Guinée, il n'y a que 2 importateurs de blé, ce qui me stupéfait, mais bon bref, si on veut les aider, il va falloir qu'on agisse sur un levier qui s'appelle les exonérations fiscales. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, Ahmed Kourouma, on reviendra dans la deuxième partie. Oui Moussa, on va aller au Sénégal, on parlera évidemment aussi d'autres faits, évidemment du côté de Kankan, on nous apprend, l'université donc est sans recteur, on nous apprend ce matin notre ami Jacques Lewaleno. On parlera politique dans la deuxième partie et les vrais gens aussi s'invitent dans notre émission. On revient à 10h. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité.